Bonsoir, je suis Daniel Soulier, directeur du développement culturel et des publics du Musée national des arts asiatiques. Et je voulais vous souhaiter la bienvenue au nom de Sophie Macariou, la présidente de l'établissement, qui n'était pas disponible ce soir. Donc vous souhaitez la bienvenue dans un musée qui est le musée national consacré aux arts de l'Asie, qui est un musée dans lequel la discussion que vous allez avoir ce soir, la conférence que vous allez avoir ce soir, est pour nous en tout cas particulièrement à sa place. Avec juste une petite anecdote, le musée Guimet va fêter demain, le 21 novembre, c'est 130 ans. 130 ans après notre ouverture, nous avons ouvert donc, le 21 novembre 1889, dans un bâtiment où Élie Guimet, qui est notre père fondateur, était à la fois, je dirais, avait un orteil dans le passé et le reste de son corps dans le présent et dans l'avenir. Et je trouve que le sujet qu'on va aborder ce soir, qui pourrait paraître un petit peu étonnant dans un musée d'art asiatique, est totalement à sa place. Et je pense qu'Élie Guimet, s'il nous entend, où qu'il soit, il est mort en octobre 1918, je pense qu'il serait content de voir les invités, de rencontrer les invités que nous accueillons ce soir. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée. Et si vous souhaitez venir célébrer avec nous notre anniversaire demain, nous sommes ouverts en nocturne de 19h à 22h, avec toute une série d'activités qui seront proposées gratuitement au public. Bonne soirée en tout cas. Merci beaucoup, Monsieur Soulier. Je m'appelle Joris Durman, je suis le directeur d'Asialistes. On co-organise ce soir cet événement. On a la chance d'avoir des artistes merveilleux. Et avant de passer le micro tout de suite à mon ami et collègue Patrick de Jacquelot, je voulais juste dire un grand merci au Musée Guimet de nous accueillir. Merci à vous d'être là ce soir. Merci à Likoulou et à Liechongjoui. Patrick. Merci Joris. Je voudrais aussi ajouter un mot de remerciement à notre partenaire Est-Ouest 371 qui représente Likoulou en France et qui nous a aidé à organiser cette soirée, et puis aussi aux deux interprètes dont le rôle ce soir va être absolument essentiel, c'est-à-dire Jing Wang pour Chandoué et Geneviève Clastre pour Likoulou. Un petit mot sur le programme de cette soirée qui est extrêmement riche. Dans un instant, je vais repasser la parole à Joris qui va nous dire en quelques mots de son point de vue de journaliste spécialisé sur la Chine, où il a longuement vécu, son point de vue sur les œuvres de nos deux artistes. Nous verrons ensuite une brève vidéo qui présente l'œuvre de Li Kunou. Li parlera ensuite pendant quelques minutes de son travail. Ensuite, ce sera au tour de Nié de faire la même chose. Et nous passerons ensuite à la phase de discussion. Mais ce ne sera pas encore tout à fait terminé une fois qu'on sera au bout des questions et des réponses. Vous pourrez ensuite vous approcher pour admirer de près l'œuvre très étonnante qui vous est présentée ici. C'est un original, évidemment, c'est le rouleau, la grande fresque faite par Li Kunou, qui mesure 21 mètres de long. Là, je ne crois pas tout à fait qu'on ait les 21 mètres déroulés, vu les contraintes de place, mais enfin, c'est tout de même une œuvre assez extraordinaire et que vous pourrez venir regarder en faisant très attention de ne rien toucher parce que c'est un original très fragile. Et puis, je vous invite aussi, si vous ne l'avez pas déjà fait, à admirer les planches de Nié qui sont dans le hall d'entrée juste devant l'auditorium. Et enfin, parce que ce ne sera encore pas tout à fait terminé, vous serez tous invités à remonter au rez-de-chaussée dans la librairie où nos deux artistes signeront leur livre. Voilà, donc il va falloir s'en tenir à des horaires assez serrés. Alors juste en introduction, quelques repères biographiques sur Nié et Li. Chandoué Nié est né en 1943 dans une famille de lettrés et de hauts fonctionnaires. Il rêvait de faire des études artistiques, mais la révolution culturelle en a décidé autrement. Il est devenu ouvrier mécanicien pour soutenir sa famille. Il a été envoyé dans une usine d'armement dans le Shaanxi de 1966 à 1969, et c'est un séjour qui est au cœur de son livre « Au loin une montagne » qui est sorti tout récemment.
Pendant toute cette période, il n'a jamais cessé de dessiner, et ça lui a valu, au bout de quelques années, de devenir dessinateur professionnel. D'abord dessinateur de diapositives éducatives, mais en parallèle, il s'est mis aussi à dessiner des BD chinoises. À l'âge de 41 ans, il a réalisé son rêve de toujours en prenant des cours aux Beaux-Arts de Pékin. Et puis, dans les années 90, il s'est mis au dessin d'architecture chinoise traditionnelle, et ça c'est quelque chose que l'on retrouve énormément dans ses ouvrages. Et dans les années 90 aussi, il a réalisé de nombreuses bandes dessinées chinoises traditionnelles. Vous en verrez quelques-unes projetées derrière nous tout à l'heure. Et c'est en 2010, à 67 ans, qu'il s'est associé avec un Français, Patrick Marty, pour réaliser la série de bandes dessinées des aventures du juge Bao. 6 volumes ont été publiés, qui sont tous parus d'abord en France, avant d'être ensuite traduits dans différents pays, y compris la Chine. Et dernier point, Nié vit en France depuis 2015. Et donc, Au loin une montagne, son grand livre est paru il y a quelques mois, 6 mois à peu près, un livre dont il dit que c'est l'œuvre de toute une vie, puisque si vous ne le connaissez pas déjà, il faut absolument que vous regardiez ça. On y retrouve une évocation de 50 ans de la vie de Nié, ou à peu près. Li Kunwu, lui, a 12 ans de moins que Nié. Il est né en 1955 à Kunming, dans le Yunnan, au sud-ouest de la Chine. Son père était un cadre du Parti communiste, mais en 1967, révolution culturelle de nouveau, alors que lui avait 12 ans, son père a été arrêté et envoyé en camp de rééducation. La révolution culturelle a interrompu la scolarité de Li, qui s'est engagé dans l'armée rouge comme simple soldat. Il y a mis ses talents de dessinateur au service de la propagande de l'armée. Et après la fin de la révolution culturelle, en 1979, il a quitté l'armée et il est entré au quotidien du Yunnan, c'est le grand journal régional, où il a travaillé pendant 30 ans comme dessinateur et caricaturiste. En 2005, lui aussi a rencontré un Français, en l'occurrence Philippe Ottier, à Pékin, et de cette rencontre est née l'idée de créer une bande dessinée sur le modèle européen, disons ou franco-belge, et cela a donné naissance à Une vie chinoise, dans laquelle Philippe Ottier a fait le scénario, et le scénario conçu d'après le récit de la vie de Li, bien entendu, et Li a dessiné. Alors cette œuvre majeure est parue en 3 volumes, complétés ultérieurement par 2 autres volumes de Ma génération, celle d'une vie chinoise. Donc au total, 5 volumes qui couvrent toute l'histoire de la Chine des 50 dernières années, là aussi, c'est une œuvre dont on va parler tout à l'heure. Li a publié de nombreux autres livres. Je vous signale en particulier le très étonnant de La voie ferrée au-dessus des nuages, qui est l'histoire du chemin de fer construit par les Français il y a un siècle, un peu plus, entre le Vietnam et le Yunnan, et qui est une histoire absolument complètement folle. C'est très, très spectaculaire. Enfin, son tout dernier livre sort en librairie vendredi, dans 2 jours. Ça s'appelle Ma maman. C'est l'histoire de la jeunesse de sa mère. Mais vous êtes privilégiés, vous pouvez d'ores et déjà le trouver à la librairie du musée Guimet tout à l'heure, à la fin de cette conférence. Voilà. Et puis, dernier point, depuis un certain nombre d'années, en parallèle de son travail de bande dessinée, Li développe de plus en plus une carrière de peintre, dont cette grande fresque est un exemple. Voilà, je passe maintenant donc la parole à Joris. Merci Patrick. Je voudrais souligner, Patrick, c'est vraiment tout le travail d'Asialis, qui est un site d'information sur toute l'Asie. C'est tout le travail de Patrick qui tient cette chronique sur Asialis qui s'appelle l'Asie dessinée. Et pour nous, c'était très important de pouvoir partager avec vous aussi ce suivi qu'Asialis fait de ces grands artistes que sont notamment Nié Zhongzhui et Li Kunwu. Je voudrais juste partager
je ne sais pas si vous avez tous lu Une vie chinoise et au loin une montagne. En tout cas, si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage vraiment à les lire, à vous plonger dedans. C'est une plongée dans l'histoire de la Chine. Et je voudrais partager avec vous quelques intuitions, quelques remarques. Évidemment, c'est tellement riche que vous serez forcément frustrés. Mais d'abord, les points communs entre ces deux œuvres. D'abord, un détail qui a son importance, mais et Nie Chongzhui et Li Kongwu ont été des dessinateurs du président Mao, de gré ou de force. Et vous verrez, c'est un détail qui a son importance. Deuxième point commun, ce sont tous deux des garçons, de filles, de familles chinoises qui ont été catalogués dans les catégories noires. Vous savez que pendant la période maoïste, il y a de bonnes origines sociales et de mauvaises origines sociales. Et les familles la famille de Li, par exemple, était une famille de propriétaires terriens, et la famille de Nie était une famille de hauts fonctionnaires et de lettrés. Et d'ailleurs, je voudrais dire quelque chose à propos de l'histoire familiale de Nie Chongzhui, parce que ça me permettra de faire une petite introduction historique à cette période maoïste. La famille de Nie Chongzhui descend d'une personnalité qui s'appelle Nie Qigui, et qui était liée à des personnalités au XIXe siècle du mouvement d'auto-renforcement. Vous savez, c'est ce mouvement de modernisation, de tentative de modernisation de la Chine dans la deuxième partie du XIXe siècle, c'est-à-dire sous l'Empire Qing, avec des personnalités comme Sun Guofan, et surtout Li Hongzhang, celui qui a voulu établir une marine chinoise moderne en achetant des cuirassés allemands, des croiseurs anglais, et dont l'entreprise a eu une fin tragique avec l'anéantissement total de la flotte de Peiyang en 1894-1895, qui marque l'inversion de la courbe de puissance entre la Chine et le Japon. C'est le moment où l'empire Qing décline franchement, alors que cette marine était réputée comme la plus puissante d'Asie, et le moment où le Japon militariste est en pleine ascension. Et donc, c'est important de comprendre que cette Chine de Mao vient de toute cette période ratée de modernisation de la Chine au XIXe siècle. Et encore aujourd'hui, que ce soit l'establishment militaire chinois ou l'establishment politique, tout le monde pense à cette tentative de modernisation de l'Empire au XIXe siècle comme un contre-exemple, quelque chose que la Chine populaire, que la Chine moderne ne doit pas faire. Et cette histoire de la Chine contemporaine depuis 1949, c'est cette nouvelle tentative de modernisation pour sortir du siècle d'humiliation. Il y a un autre point commun, évidemment, et pour ceux qui ont lu les œuvres de Nie et de Li, mais aussi pour ceux qui ne l'ont pas lu, évidemment, le cœur de leur ouvrage, c'est la révolution culturelle. Tous deux décrivent ce vent de folie, même c'est une expression commune aux deux œuvres, ce vent de folie qui s'est abattu sur la Chine pendant la révolution culturelle, ces grandes séances de dénonciation, ces critiques, ces humiliations, ces perfidies des uns et des autres. On voit bien dans toute la galerie des personnages chez Li comme chez Nie, tous ces camarades villageois ou citadins dont la personnalité se révèle, qui étaient peut-être des frustrés, qui étaient discrets, et toute cette galerie de Chinois qui deviennent sadiques ou délateurs, alors que d'autres se révèlent plutôt des justes, comme on dirait en Occident. Les différences, évidemment, à partir de là, elles sont nombreuses entre les deux œuvres. Évidemment, vous aurez, je l'espère, les deux œuvres entre les mains. Il y a 700 pages, 3 tomes pour Une vie chinoise, signé Li Kongwu, et puis c'est un livre d'un peu moins de 300 pages, néanmoins majestueux, de la part de Nie Chongzhui. Et d'abord, première intuition que je voulais partager avec vous, c'est évidemment la figure tutélaire. Chez Li Kongwu, dans Une vie chinoise, il y a une mise en valeur du père. Et d'ailleurs, c'est aussi le titre du premier tome de votre ouvrage, Li Kongwu, le temps du père. C'est le père qui est l'idole, qui est la référence, qui donne le ton, qui est vraiment la personne sur laquelle
Li Kunwu, Xiaoli, qui va devenir Laoli, petit Li, vieux Li, c'est la figure inoubliable. Mais ce qui est très important, c'est que Li Kunwu, comme beaucoup de jeunes Chinois nés dans les années 40, dans les années 50, ont un deuxième père, c'est le président Mao. Et Li Kunwu l'écrit très bien, il dit Mao Zedong, le président Mao, on l'aimait, on devait l'aimer comme nos parents. Et on ne pouvait jamais cesser de l'aimer. Et c'est très bien décrit ensuite par Li Kunwu dans la séquence au moment de la mort du grand timonier. Et Xiaoli écrit à son père en lui disant, voilà, papa, à la mort du président Mao, je ressens le même sentiment de vide que celui que j'ai ressenti quand on est venu te chercher pour t'emmener à l'école du 7 mai. L'école du 7 mai, c'était donc les camps au moment de la période maoïste où le père de Li Kunwu a été retenu, lui qui était un cadre du parti. Au contraire, pas au contraire, mais de façon totalement différente, et c'est ça qui est extrêmement riche à la lecture des deux ouvrages, chez Nie Zhongzhui, dans Au loin une montagne, le titre de l'œuvre, eh bien, la figure tutélaire, c'est la montagne. Et j'en veux pour preuve une des phrases à la fin de l'ouvrage, Nie Zhongzhui qui s'est pris d'une amitié indéfectible pour un villageois, Zhang Tutuan, avec qui il a côtoyé lorsqu'il était ouvrier dans cette usine d'armement dans le Shanxi, eh bien, il va revenir plusieurs fois dans ces montagnes, et ce soir, Nie nous expliquera de façon extensive un peu son propos, mais il revient notamment en 2016, et il trouve son ami qui est décédé, qui est enterré, et il disait c'est incroyable parce que nous n'avions rien à voir, mais pourtant nous étions liés, peut-être parce que nous étions tous les deux des enfants de la montagne, comme des frères donc. On ne voit d'ailleurs pas les parents de Nie Zhongzhui dans son œuvre, tandis qu'on voit d'une manière abondante les parents, évidemment, qui sont des acteurs d'une vie chinoise de Li Kunwu. Alors c'est vrai qu'on voit aussi un parent de Nie Zhongzhui, à savoir Nathalie Nie, dans cette œuvre, qui est l'épouse de Nie Zhongzhui, évidemment. Deuxième intuition, quelle est la culture de référence? Ce qui est frappant, et là je vais peut-être accélérer parce que je prends beaucoup de temps, mais ce qui est frappant dans une vie chinoise, c'est que Li Kunwu, le référent culturel que vous placez dans une vie chinoise, c'est la culture révolutionnaire. C'est celle des années 40, les compagnons de route de Mao, et d'ailleurs le père de Li Kunwu est justement un compagnon de route, c'est quelqu'un qui va être cadre à la Libération, c'est celui qui inculque à Xiaoli, au petit Li, à Li Kunwu, cette fascination pour le président Mao, cette fidélité au parti, cette fidélité à la révolution. Et c'est ce souvenir de cette séquence historique chez Li Kunwu qui transpire, c'est-à-dire cette période des années 50 à 1966, qui est une espèce d'âge d'or. En tout cas, les petits de son âge le vivent comme une période heureuse, une période d'espoir, même si les Chinois sont pauvres, sont très pauvres. Évidemment, et d'ailleurs, lui, son référent culturel, lorsqu'il apprend à dessiner, c'est un calendrier, c'est les illustrations d'un calendrier de propagande. Au contraire, dans Au loin une montagne, Nie Zhongzhui, la culture de référence, c'est la culture ancestrale. C'est-à-dire, c'est ce qu'aujourd'hui, en Chine, on appelle la civilisation millénaire chinoise. C'est-à-dire l'architecture classique, les temples, tous ces paysages. Vous allez voir, si vous ne l'avez pas vu dans Au loin une montagne, c'est vraiment la peinture Shan Shui, c'est-à-dire la peinture classique chinoise, la peinture de paysage. C'est cette nature, avec ses divinités bouddhiques, ses statues, ses croyances populaires, c'est ça le référent. Alors, comment l'histoire de la Chine est représentée en quelques mots dans une vie chinoise? C'est une fresque, tous ceux qui ont lu l'ouvrage ont pu repérer la façon systématique de rendre cette histoire de la Chine des années 50 jusqu'à aujourd'hui. En trois périodes, les années 50 jusqu'à 66, donc cet âge d'or des premiers temps de la Chine maoïste, de 66 à 79, cette période de chaos de la révolution culturelle, et à partir de 79 jusqu'à nos jours, la réforme lancée par Deng Xiaoping jusqu'à cette renaissance
suite au qui a été marqué par les JO de Pékin en 2008, l'Expo universelle. Dans Au loin une montagne, le but n'est pas de balayer toute la période maoïste. C'est-à-dire que la période principale de ce roman graphique, c'est la période, je dirais, la première révolution culturelle, 1966-1970, c'est le cœur du récit, c'est ces 3 années en particulier, pendant lesquelles Nie Chongjue travaille dans la construction de cette usine d'armement près de Tongjiang, dans la montagne Quanzhen. Je parlais de la montagne tutélaire, le nom c'est la montagne Quanzhen, Quanzhenshan, c'est-à-dire au plus fort de la révolution culturelle. Les personnages importants, ils sont un petit peu différents dans une vie chinoise de Li Kungwu. Les personnages clés sont le père, la mère, le frère, les sœurs, la famille, les camarades, les gardes rouges, et puis, dans la période récente, les hommes d'affaires. Et je dirais même que l'argent est un personnage clé dans cette dernière partie d'une vie chinoise. Dans Au loin une montagne, le personnage central, c'est la montagne. Le personnage central, c'est aussi tout le monde de la montagne, c'est-à-dire les personnages que sont les bâtiments, les temples, le temple du tonnerre, le temple suspendu, toutes les statues de divinités, les personnages mythologiques qui sont dans le temple, mais aussi les ermites, cette figure de l'ermite qui se retrouve dans la littérature ou la pensée chinoise classique, celui qui se retire du monde. Et évidemment, les personnages, toute la faune montagnarde, à savoir le léopard du pays, ce redoutable félin que Nie Chongjue croise en pleine nature par hasard, mais aussi le personnage du renard, qui est en Chine on dit l'esprit renard, qui est un esprit qui fait peur aux Chinois. Pour terminer, évidemment, sur le propos général, le propos historique général dans les 2 œuvres. D'un côté, dans une vie chinoise, et on en discutera avec vous, Li Kungwu, évidemment, il me semble que votre propos, c'est de montrer à la fois toute cette période de souffrance de la première partie de l'histoire de la Chine populaire, cette période qui est essentiellement dure pour tous les Chinois, avec une communauté de destin. Et puis, comme vous le dites très bien, à partir de la fin des années 70, du début des années 80, le peuple chinois va avoir une expérience individuelle, une période différente. Et ça vous fait bizarre d'ailleurs, vous, Li Kungwu, quand vous racontez votre vie, c'est-à-dire que tout d'un coup, chacun va devoir inventer son destin. Et votre propos, c'est de montrer que toute cette fierté, qui est quand même dans le cœur des Chinois actuellement, après avoir traversé tant de souffrances, tant de malheurs, puisque vous avez une certaine nostalgie, c'est un propos un peu mélancolique et nostalgique de ces années 50-60, mais c'était le malheur. Combien de malheurs ont traversé les Chinois, dites-vous. Mais vous insistez sur le fait que la Chine a réussi à renaître aujourd'hui après tous ces malheurs. Dans Au loin une montagne, pour vous, Nie Chongjue, je dirais que cette mélancolie historique est beaucoup plus poussée. C'est-à-dire que ce qui est absolument frappant, c'est comment vous représentez la culture ancestrale, comment cela transpire à travers toutes les séquences de votre œuvre, ne serait-ce que la manière dont les gardes rouges ont de détruire tout l'intérieur du temple du tonnerre, qui est au cœur de cette montagne. Et ce que vous écrivez, Nie Chongjue, c'est que, en détruisant ces statues de divinité, eh bien, les gardes rouges détruisent tous ces symboles protecteurs qui protègent la Chine depuis plusieurs millénaires. Et il n'y a plus personne pour protéger cette Chine au moment de ce vent de folie de la révolution culturelle. Je vous remercie et je repasse la parole. Merci Thierry. Je crois que nous pouvons enchaîner directement sur la présentation vidéo de Li Kungwu. Donc si vous voulez bien l'envoyer, merci. Bien, et bien maintenant nous attendons vos commentaires en direct.
Bonjour. 今天很高兴来到精卫博物馆这样一个特别的地方，特别是在一个特别的日子，我感到非常的荣幸。Bonjour, je suis très heureux d'être au musée Guimet ce soir, particulièrement à la veille de cet anniversaire, j'en suis très honorée. 感谢精卫博物馆的这次组织，也感谢今天来的所有朋友。 Merci au musée Guimet de nous accueillir et merci à vous tous qui êtes là ce soir. 刚才我听主持人介绍了一下，我跟聂崇瑞老师同台在这里，我感到也非常荣幸，因为聂老师也是我尊敬的一个专业的老师前辈。 Tout à l'heure, j'ai entendu la présentation de mon parcours et mon travail, ainsi que la présentation du travail de Nie Zhongshui. J'en suis très honorée, et aussi parce que Nie est une personne d'une génération supérieure que je respecte extrêmement. 但是呢，跟聂老师有很多相同的，也有一些不同的，因为聂老师是一个专业的、资深的一个画家，而我呢，从小到现在为止。 没有接受过任何美术专业教育。 Alors c'est vrai que j'ai beaucoup de points communs avec Nie Zhongshui, mais on a aussi chacun sa singularité, parce que Monsieur Nie a eu l'occasion de faire des études académiques. Or moi, depuis tout petit, je n'ai fait aucune étude académique. 我从小的时候，我们家庭没有这方面的教育。我在文化大革命当中，父母亲也没有时间来管我，我就是完全凭自己的兴趣去。 用笔来记录自己的一些生活。Quand j'étais petit, dans ma famille, il n'y avait pas du tout d'éducation culturelle. Donc j'ai pris l'habitude, avec mon stylo et mon crayon, de dessiner ma vie quotidienne. C'était une petite passion personnelle qui venait vraiment comme une passion. 当我学会了写字、识字以后，我就把写字和绘画这种方式结合起来。 多少年以后，我知道这叫一种叫漫画日记。 Et j'avais pris l'habitude, une fois que j'ai appris à écrire, à faire des petits dessins dans mon carnet intime, à ajouter aussi quelques petits commentaires. Et bien des années plus tard, j'ai découvert que sans savoir, je faisais déjà de la bande dessinée. 我用这种方式一直上了中学，后来做了军队，后来又到了军队回来到了报社的美术。 做美术编辑工作，一直是用这种方式来表现我自己的生活。Et que ce soit au lycée, plus tard pendant la révolution culturelle, à l'armée, ou même quand j'ai intégré le quotidien du Yunnan, j'ai toujours eu cette habitude de consigner comme ça dans un petit carnet toute ma vie de tous les jours. 所以说，我很喜欢一句话，我把它总结为叫做生活是我的老师，社会是我的课堂。 Et donc il y a une phrase que j'aime souvent citer: la vie est mon professeur et la société est ma salle de cours. 到了2005年以前，我出了30本书。Avant 2005, j'avais eu l'occasion de publier une trentaine d'ouvrages. 到了2005年的时候，产生了一个转折。Et 2005 a été un tournant pour moi. 我认识了一个来昆明旅游的法国人，他叫Philippe Potier。 J'ai fait la connaissance d'un Français qui s'appelait Philippe Potier, qui venait faire du tourisme au Yunnan. 他写了一个叫马可波罗的故事，希望跟我一起合作。Il avait écrit une histoire de Marco Polo et il avait envie que l'on collabore ensemble. 我以前是画连环画、画漫画的，但是呢，这种都是中国的连环画的形式，跟西方这种漫画是完全不同的，所以我愿意接受这样一次挑战。 J'avais déjà l'habitude dans le passé de faire des bandes dessinées traditionnelles chinoises qu'on appelle les lian huanhua, ou de faire des dessins traditionnels, mais je m'étais jamais essayé à la bande dessinée à l'occidentale, donc je me suis dit que c'était un défi intéressant et j'ai accepté ce défi. 那画了半年以后，我们见到了法国康纳出版社的英文编辑，他是来中国这个开一次会。 On a travaillé pendant 6 mois à ce projet et en mai 2005, on a rencontré l'éditeur de Cana, le directeur Yves Schirf, à l'occasion du Salon du Livre de Pékin. 他看了我的马可波罗说，他说可以画得很好，但是呢，我建议你画你自己的生活。 Et quand il a vu ce qu'on avait préparé sur Marco Polo, il a trouvé ça très bien, mais il a dit:
Moi, j'ai plutôt une autre idée. Ce serait beaucoup plus intéressant que tu racontes ton histoire. 那么用绘画记录自己的生活，这是我的多少年来的习惯，所以我就接受了这次改变。那么但是对于我来说也是很大的一个挑战，就是怎么样子，用西方人的有法国人的这种视觉来表现我们中国的这个人的故事。C'est vrai que j'avais déjà l'habitude depuis toujours de raconter un petit peu donc mon quotidien, de le dessiner, mais de le faire avec les techniques de bande dessinée à l'occidentale. Pour moi, ça représentait un vrai défi, donc j'ai quand même décidé de l'accepter. 那么在他的帮助下呢，我就慢慢的就开始做了。第一本画了3年，第2本画了2年，第3本画了1年，越来越快，越来越好。Et donc, grâce à l'aide de Philippe Potier, nous avons travaillé aux 3 tomes d'une vie chinoise. Le premier tome nous a pris 3 ans, le deuxième tome 2 ans, et le dernier tome 1 an. Donc, petit à petit, on a trouvé notre vitesse de croisière. 这本书完成以后，取得了，我又接着再画，到这次来的时候，画到了第10本。Et après ces 3 tomes d'une vie chinoise, j'ai continué à faire des bandes dessinées et jusqu'à aujourd'hui, j'ai 10 bandes dessinées qui ont été publiées en France. 大家可以从这些画上看到，我所画的故事是我个人开始的一种个人生活，是我想记录家庭的一种方式。Et donc à travers les dessins que vous pouvez voir que c'est toujours des dessins où je consigne un petit peu tout ce qui se passe dans ma famille, dans ma vie personnelle. 但是10几年过后，我折过头来看我的故事，我意外的成了一个记录中国历史发展的一个过程。Mais avec les années, j'ai réalisé que j'étais finalement devenu aussi quelque part un peu un historien de la grande histoire de Chine, à force de raconter en fait la petite histoire à travers la grande histoire. 最早的从1903年法国人在云南修一条铁路，一直到包括1930年代我的母亲出生，一直到49年解放以后，一直到文化大革命，一直到改革开放，最后到今天。Et donc j'ai eu l'occasion d'écrire sur différentes périodes, que ce soit sur le début du siècle en 1903, quand les Français ont construit le chemin de fer du Yunnan, ou dans les années 30 aussi, où je raconte l'histoire de ma mère juste avant la libération, aussi dans une vie chinoise, les 3 tomes qui vont donc des années Mao de la libération jusqu'à la modernisation de la Chine actuelle. 大家知道，中国在这100年的时间里面，发生了巨大的变化，尤其是现在这50年。发展得更快。Et tout le monde peut comme ça comprendre en sentant en Chine tous les changements qui ont eu lieu, et particulièrement ces 50 dernières années où la modernisation et les changements ont été particulièrement rapides. 它的变化几乎是50年的变化，几乎是西方国家200年、300年当中产生的。所以说，我能在这个阶段记录这个历史过程。我觉得也是一种荣幸。Et on peut dire que en 50 ans, la Chine a connu des bouleversements, des changements que les pays occidentaux ont peut-être mis 2 à 3 siècles pour réaliser. Et donc d'avoir la chance de témoigner ainsi de 150 ans d'histoire de Chine, pour moi c'est un honneur et une grande chance d'avoir pu ainsi consigner tous ces changements, toute cette histoire. 但是我不是历史学家，我还是一个艺术家。那么我觉得我还是要画我自己的感情，所以我就接着又在进行我自己的创作。Mais bien sûr, je ne suis pas un historien, je reste avant tout un artiste, et ce que je dessine, cela reste avant tout ce que je le ressens, et je continue ainsi mon œuvre à travers cette approche plus personnelle. 我这次来看到了我的新书《我的妈妈》。这本书呢，对于我来说也是一个转折性的。Et je suis arrivée en France il y a quelques semaines et j'ai découvert mon nouvel ouvrage, Ma Maman. Et pour moi, ce nouvel ouvrage est aussi un nouveau tournant. 因为我以前都是用线条的，这次是用一种水墨的。
Parce qu'à l'origine, pour la bande dessinée, j'utilisais la ligne claire, et maintenant, la technique que j'utilise pour cette dernière bande dessinée, j'utilise le lavis, l'encre de Chine. 这要感谢菲利普先生和当然也包括真理理事老师对我的这个鼓励支持，这几年办了在法国10几个城市的展览。 Et je tenais à remercier Philippe Pato-Célirier et Geneviève Clastre qui, ces dernières années, m'ont également accompagné pour réaliser différentes expositions pour valoriser mon travail d'artiste. 我的展览继续是表现中国人的生活和这个社会的变化发展。 Et ce travail d'artiste poursuit cette œuvre qui consiste à montrer la vie quotidienne en Chine et à continuer aussi ce travail de mémoire. 有一些水墨画比如说我们现在看到的这个长卷，就是表现中国人的一个春运的场面。 Par exemple, la grande fresque qui est en partie déployée devant vous, c'est une scène qui se passe au moment du Nouvel An chinois. 这种画法我用到了我的妈妈这本故事书里。 Et ce type de dessin, cette technique, je l'ai également réutilisée dans le livre Ma Maman. 等一下，大家如果有兴趣的话，我可以给大家讲授一下他这张画的一些内容。 Tout à l'heure, si vous êtes intéressé, je pourrais reparler et représenter quelques aspects qui sont décrits dans cette fresque. 它的原稿有20多米长。 Elle fait en tout un peu plus de 20 mètres. 下面是小的是完整的，因为下面呢位置不够，只是一部分。 Donc évidemment, vous en voyez qu'une partie, on n'a pas pu tout dérouler parce qu'il n'y avait pas la place. 谢谢大家。 Et merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cet exposé extrêmement intéressant, ce qui suscitera, je n'en doute pas, beaucoup de questions dans la salle tout à l'heure. Je passe maintenant la parole à Jean Goignier, qui va à son tour nous faire une petite présentation de sa vie et de son œuvre. Merci. Merci大家，谢谢大家。我呢，中国人，和其他的中国人不太一样的，就是我是出生在印度，那是2战的时期，那时候呢，日本人呢，占领了大半个中国。Moi, je suis chinois, mais je suis un peu différent que les autres Chinois parce que je suis né à l'Inde pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'à ce moment-là, le Japon a envahi la Chine et s'est occupé une grande partie de la territoire chinoise. 当时呢是，我父亲呢是在国民党的中央银行工作。À ce moment-là, mon père, il a travaillé pour le banque centrale du parti Kuomintang. Le parti Kuomintang, c'était le parti qui a eu le pouvoir de la Chine pendant la Deuxième Guerre mondiale. 因为日本的入侵，慢慢的就是国民政府呢很多这个机构呢就往后方撤。Vu que les Japonais se sont occupés davantage de la Chine, du coup le parti Kuomintang, il essaie de se reculer en fait, il se recule aussi davantage. Beaucoup d'institutions sont retirées de la Chine. 印度相当于就是
中国的大后方了。Du coup, l'Inde, elle devient un sort de l'abri pour la Chine. 当时呢，我父亲先到的印度。Mon père est arrivé en première en Inde. 我母亲呢，那时候还怀着我哥哥。Ma mère était enceinte de mon grand frère. 后来呢，就是后来我哥哥出生以后，就是日本人就打进上海了。Après la naissance de mon grand frère, les Japonais sont rentrés à Shanghai. 我母亲呢就带着我哥哥，那时候带着我哥哥呢，从香港坐船到缅甸的仰光。Du coup, ma mère est partie avec mon grand frère en bateau, en passant par Hong Kong. Après, ils sont passés par Pyrénées. La capitale de Pyrénées. 后来我父亲呢在仰光接到了我妈妈和我哥哥，那是我哥哥第一次见到他的父亲。Mon papa, il nous a attendus là-bas, et c'est la première fois mon frère a vu son père. 后来呢，就是我们就到了当时我父亲工作的城市就是噶尔各答。Après, nous sommes arrivés à Londres, dans la ville où a travaillé mon père, c'était à Calcutta. 所以我是43年，我在加尔各答出生。Donc je suis né en 1943 à Calcutta, en Inde. 45年的时候，抗战胜利。En 1945, la Deuxième Guerre mondiale est terminée. 46年，我们就全家，就是我父亲、我母亲、我哥哥、我还有我妹妹，我们从加尔各答就是飞回上海。L'année suivante, c'est-à-dire en 1946, toute notre famille sont retournés à Shanghai. Mes parents, mon frère, moi et aussi ma petite sœur. 46年回到上海，49年共产党就开始就是占领了全中国了，那么到51年。En 1949, c'est le parti communiste qui a pris le pouvoir de la Chine. 所以中国这之后，中国就发生了很大的变化。Depuis, la Chine a connu de multiples mutations. 就是那个时候呢，是各种运动， Beaucoup de mouvements politiques, 一个接着一个。 un après l'autre. 所以可以说我是在这种环境里从小到大。 Donc je suis grandi avec cet environnement historique. 但是呢，我觉得我又是幸运的。 Mais en même temps, j'ai de la chance. 因为我从中学接受的比较完整的中国传统文化的教育。 Parce que j'ai eu vraiment de la chance d'avoir une éducation traditionnelle chinoise, surtout au niveau de la collège. 因为我们那时候的老师都是民国时期培养出来的知识分子。 Parce que les professeurs qui nous ont enseigné à cette époque-là, ce sont vraiment des intellectuels de l'époque de Minguo, c'est-à-dire que ce sont des professeurs qui ont eux-mêmes eu une grande connaissance sur la culture traditionnelle chinoise. 特别是语文老师对中国古典的古文、诗词这些讲解是非常深入。 Notamment, mon professeur de la littérature chinoise, c'était quelqu'un qui a une grande connaissance sur la poésie chinoise, sur la littérature classique chinoise. 那是男的女的都有啊。
就是语文老师是个男的。Parce que je lui ai posé la question si c'était un homme ou une femme. Oui, c'était un monsieur qui lui a beaucoup appris. 那时候我在的中学呢是北京的35中学。Moi, j'étais en collège 35 à Pékin. 这是解放以前的志诚中学，是很有名的。C'était vraiment une école réputée en Chine, à Pékin. 那些老师真是讲的那些中国古典文学这些传统文化，让我就是接受了比较系统的传统文化。Donc, il souligne encore l'importance de cette transmission de la culture traditionnelle chinoise. En fait, c'était très important pour lui. 我是1962年是从高中毕业。Je suis diplômée de lycée en 1962. 大家知道，到60年代，中国的政治气氛就越来越紧张。Mais dans les années 1960, l'ambiance politique chinoise est devenue plus en plus critique et tendue. 所有的那时候62年，所有的艺术院校，包括美术的、音乐的、电影的、戏剧的，什么是只要跟文艺就是艺术有关系的，一律不招生了。À partir de 1962, toutes les écoles concernant l'art, soit de la peinture, de beaux-arts, soit du théâtre, soit de la musique, soit de la danse, sont fermées. En fait, ils ne recrutent plus les élèves. Ils ne font plus l'inscription de scolarité. 所以呢，我是因为从小喜欢美术，我是想考那个美术院校。Moi, j'étais passionnée de la peinture depuis que j'étais petite. Du coup, quand j'étais jeune, j'ai très envie, en fait, d'aller étudier dans une école de beaux-arts. 但是这个希望就是破灭了。Mais ce n'était pas possible, donc le rêve est cassé. 但是呢，我说我又是幸运。Mais en même temps, j'ai dit que j'ai quand même de la chance. 在1962年的时候，北京出现了一个叫青年美术补习学校。En 1962, à Pékin, il y a eu un sort de l'école, c'est un peu comme une formation continue pour des jeunes concernant quand même aux beaux-arts, au dessin. 老师都是中央美术学院油画系还有其他系毕业的高材生。Les professeurs, que ce sont vraiment des diplômés, des jeunes talents de beaux-arts de Chine. 所以说，在那个学校里头，我接受了比较系统的基础的绘画基础的这种训练。Donc j'ai eu vraiment une formation de base sur le dessin à cette école-là. 原来计划是有2年的学期，2年。Parce que au départ, la formation était annoncée pendant 2 ans. 但是随着这个政治空气越来越紧张，你像很快就临近文革了。Vu que c'est vraiment à la veille de la révolution culturelle. 那是1964年，就是这样的学校，2年都没有办完，1年半就停止了。Même ce genre d'une petite école qui n'a pas pu continuer, elle a fermé sa porte après 1 an et demi d'ouverture. 正好1964年的时候呢，我父亲呢因病去世。Et c'est aussi en 1964, mon père est décédé. 所以呢，我也就工作了，因为需要挣钱了。Du coup, je suis obligée de travailler parce qu'il faut gagner la vie, il faut nourrir la famille. 那个时候像我们这样家庭出身的，只能是从事什么建筑行业。
À cette époque-là, une famille comme la nôtre, c'est que c'est vraiment une famille noire, on n'a pas trop de choix. On ne peut que travailler dans le métier de... On ne peut que travailler dans le chantier, en fait, ou bien en travaux publics. 所以呢，1964年进入的第6建筑工程公司。En 1964, je commence à travailler pour une société de travaux publics. 那个时候中国呢，就是在世界上四面树敌，可以说。Et aussi à cette époque-là, la Chine n'a pas beaucoup d'amis dans le monde. 所以总是要准备打仗。Donc, on était tout le temps dans un état de combat, en fait. D'être prêt de se combattre contre quelqu'un. 所以就是在深山里头建兵工厂。Donc, au fond de la montagne, il y a des usines, des armes sont construites. 这样，因为山西的深山里头，就是准备建一个高射炮厂。C'est aussi à ce moment-là, dans la région de Shanxi, au fond de la montagne, il y avait eu un projet de faire une usine de fusées. 这样我就第一次到了山西。C'est la raison pour laquelle je suis allée pour la première fois de ma vie dans cette région, la région de Shanxi. 也就是我在这本书里头画的这座山。C'est ainsi le rôle principal de mon livre, La montagne, qui se trouve dans la région de Shanxi. 这个以后的故事呢，我在书里头呢都有表述。Alors, l'histoire, j'ai tout écrit dans le livre, vous pouvez aller le découvrir. 工人的生活可以说我就是一个工人。工人的生活呢，要有艰苦的。La vie d'un ouvrier est vraiment dure. J'étais un ouvrier. 但是也有快乐。Mais il y a quand même, il y a des moments de joie. 所以说这是正好就是我20多岁的年龄。J'avais l'âge de 20 ans à cette époque. 文革的10年，我就是从20几岁到30几岁。Donc moi j'ai connu la révolution culturelle de l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de 30 ans. 这个年龄段的生活，可以说影响了我的一生了。Cette période a influencé davantage ma vie dans cette période de 10 ans. 这些呢，我在书里头都写了，都画了，所以呢， Tout écrit, dessiné dans mon livre. 大家有兴趣的话，可以从书里了解。Si cela vous intéresse, vous pouvez aller les découvrir dans le livre. 也就说这些吧，谢谢大家。C'est tout. Merci beaucoup. 我们都是画连环画出身的，中国连环画。 Depuis tout petit, tous les deux, on a dessiné aussi de la bande dessinée traditionnelle du Lian Huanhua. 我非常的珍视这段中国连环画的这个经历的锻炼。 Et donc c'est une technique que je connais très bien, cette technique du Lian Huanhua. 我在感谢法国连环画漫画的这个锻炼的同时，我也非常怀念和感谢我们中国连环画的一些基础。 Et si je veux vraiment remercier tout ce que, si je veux vraiment souligner tout ce que m'a apporté la bande dessinée occidentale, je veux aussi dire combien le Lian Huanhua traditionnel m'a également beaucoup apporté au niveau de la technique. 对不起啊，Désolé. 这个实际上中国从那个40年代，中国的漫画就已经很发达了。
Mais c'est vrai, depuis les années 1940, le banc dessiné chinois atteint déjà sa maturité, donc il y avait déjà un grand mouvement, un grand développement. 从49年以后，这个 T 台只能是服从于政治宣传的需要。 Mais après les années 1949, le sujet ou le thème de bande dessinée chinois, c'est plutôt au service de propagande politique. 当然，除了这个像《水浒》三国》《红楼梦》聊斋这系列的这些连环画以外，就现代题材的。 Bien sûr, les bandes dessinées concernant des très grands classiques des littératures chinoises comme Trois Royaumes, Au bord de l'eau, ou bien Le rêve de pavillon rouge font pas partie de ces propagandes, mais pour le reste. 但是这些也是可以说对中国人这个文化的传统。 这些启迪、这些教育，还起了很大作用的。就是这些，就是古典的这些名著的这种。Donc les bandes dessinées concernant des très grandes classiques chinoises, bien sûr, ils ont pu transmettre la culture traditionnelle chinoise aux jeunes générations. Ils ont joué un rôle très important dans l'histoire de bande dessinée chinoise. Alors justement, une question complémentaire. Comment vous y êtes-vous pris pour intégrer cette tradition artistique chinoise, les Balwana dont parlait Ikudo, avec les codes de la bande dessinée européenne française? Est-ce que ça a été difficile? 大家就从这张画就可以看出中国怎么吸收中国西方漫画。 Justement, vous avez l'exemple au-dessus de vous pour voir comment je me suis approprié les codes de la bande dessinée occidentale. 中国连环画不可能这样从上面看下去。 Dans la bande dessinée traditionnelle chinoise, c'est pas possible d'avoir une vue ainsi en contre-plongée. 这种做法像一个电影镜头。 Là, on est plus comme avec un téléobjectif cinématographique. 我发现这是西方漫画最有感染力的地方。 Et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup intéressé et qui m'a beaucoup apporté dans la bande dessinée occidentale. 它可以让你用眼睛从不同的地方来看这些物体、这些人。 La bande dessinée occidentale donne des perspectives un petit peu partout, c'est comme si on envoyait ses yeux un petit peu partout et qu'on regardait de différents points l'image. 像这种构图，在中国连环画里边也是没有的。 De même, cette image, on ne pourrait jamais la trouver dans une bande dessinée traditionnelle chinoise. 比如说，中国连环画上边那个一定要人要完整，但是我的字露了一个脸，因为我觉得重要的是下边。 Par exemple, là, normalement, il faut un dessin assez régulier. Moi, donc on aurait dû garder que la partie haute, toujours une seule image centrale. Moi, j'ai ajouté une case en dessous. 当然，这个说起来就有很多的专业的，今天时间的关系，我就不多说了。 Mais évidemment, il y aurait encore beaucoup de choses un peu techniques à ajouter, mais comme on a pas mal peu de temps aujourd'hui, je préfère m'arrêter là. 总之，一句话，我学习了西方人的眼睛和法国人的一种思想观察。 Et juste en une phrase, j'ai appris à m'approprier l'œil des Français, le regard occidental et aussi un petit peu la pensée occidentale. 这里我还想插一句话进去。今天来的听众当中有2个人很有代表性。 Et je voulais juste ajouter un dernier mot. Aujourd'hui, dans le public, il y a 2 personnes particulièrement importantes à mes yeux. 一个人叫杨伟明，他跟我从幼儿园就开始。 Une de ces personnes s'appelle Yang Weiling, je le connais depuis la crèche. 今天他来了，他现在成了一个巴黎人。 Et aujourd'hui, il est dans la salle et aujourd'hui, c'est devenu un vrai Français, un vrai Parisien. 他见证了我小的时候的故事。 Et il est cité dans les histoires de mon enfance. 还有一个叫维勒伊翁，是个法国人。 Également un autre Français, Yvan Vélo. 他见证了我的现在和中国的未来。他现在在昆明工作。 Et donc autant Yang Weiling représentait mon passé, autant Yvan Vélo représente mon présent et mon avenir, puisqu'il habite à Kunming actuellement comme moi-même.
这两个人在我的故事里面都出现过。Et donc ces deux personnages, ces deux personnes sont devenus des personnages de mes bandes dessinées. On peut les voir dans mes bandes dessinées. 而这种方法也是中国漫画里面没有过，只有在西方漫画里面才会有的手法。Et donc ce procédé, évidemment, c'est un procédé qu'on n'utiliserait pas dans la bande dessinée traditionnelle, mais dans une bande dessinée occidentale, à l'occidentale, voilà, j'ai pu prendre plus de liberté. 所以说，谢谢你们两位今天也跟我一起在这里见证了我学习西方漫画。Et donc merci à Yang Weiming et à Yvan Vélo d'être venus ici pour voilà, me soutenir et pour voir comment j'ai maîtrisé la bande dessinée occidentale. Merci Licodou. Joris, je crois que tu voulais poser une question. Oui, moi c'était moins d'ordre pictural, c'était plus sur le travail historique que chacun de vous, Nie Chongjue et Lee Kwon-woo, avait entrepris à travers vos œuvres. Ce travail de mémoire, autant dans Une vie chinoise que dans Au loin une montagne, il s'agit quand même de raconter ce qui s'est passé. Et on sait très bien, à l'heure actuelle, c'est pas facile de raconter ce qui s'est passé en Chine à ce moment-là, et quels ont été pour chacun de vous les problèmes, les défis, les challenges que vous avez rencontrés, les choix que vous avez pu faire. Si vous pouvez prendre un exemple d'un sujet qui était trop sensible ou en tout cas qui vous a posé un problème. Peut-être en commençant avec vous, Nie Chongjue. 的确，有些很多方面你不能说得很深。C'est vrai, beaucoup des aspects, je pourrais pas parler trop. 比如说这个改革开放以后，par exemple, après la réforme à l'ouverture, c'est-à-dire après 1978. 就是这座山，我说的这座远山，它呢，后来就变成就是开发成一个，它是自然保护区，又是一个国家森林公园开发出来以后，但是现在呢，很多就是不尽人如意的地方，比如说，他说这个地方有玄关，玄关呢是这样，中国南方。包括云南、贵州啊、四川一带，这山上这个悬崖峭壁上，把这个棺材呢，就是有人死了以后，装了棺材，悬在悬崖上。Par exemple, après 1978, cette montagne est devenue une sorte de zone naturelle, soi-disant naturelle et touristique. Ce qui est connu, enfin, ils ont dit qu'il y a une sorte de cercueil suspendu dans ce montagne. 但是呢，我知道在山西，因为我50多年来我在那儿多次去那个地方，我从来没有听说过在那儿有玄关。C'est plutôt pour dire que c'est un lieu historique en fait, pour dire qu'il y a des cercueils suspendus qui datent très très longtemps, de l'époque. Mais moi, je connais vraiment très très bien cette montagne et cette région. Je sais que dans l'histoire, il n'y avait jamais vu un cercueil quand j'ai vécu ici. 但是在上世纪90年代末，那儿呢传出来消息，说是在中国北方地区唯一发现的一处玄关群。Mais c'était dans les années 1990 où j'ai entendu dire on dit que dans cette montagne, c'est la seule région qui se trouve au nord de la Chine. Il y a encore les cercueils suspendus historiques qui existent. J'étais très frappée par cette nouvelle. 连报纸都这个人民日报是大的报纸都报道。Même le journal officiel du parti, le journal du peuple a aussi fait un article. 说这是迄今为止在中国北方地区唯一发现的玄关。Qui a dit que c'était
seule région qui existe encore des cercueils suspendus au nord de la Chine. 说它是极具考古价值。 Et puis il y a vraiment c'est une sorte d'héritage culturel, patrimoine. 但是我知道，那根本就是假的。 Mais je sais que c'est faux, c'est pas la vérité. 但是呢，我跟当地的旅游部门，还有很多我们都是朋友关系，我又不能直接的去捅破，说这是假的，你们这是假的。 Vu que j'ai connu beaucoup d'amis dans la région, certains qui sont devenus des fonctionnaires dans le parti tourisme de cette région, je peux pas le dénoncer dans mon livre. 他们也是为了这个旅游嘛。 C'est pour attirer le tourisme, je comprends. 就是这样。还有一个地方，一座古寺，1000年的古寺，后来在文革里头被毁以后，荡然无存。Il y a aussi une autre chose, il y avait un temple millénaire en fait, qui existe depuis plus de 1000 ans, qui a été détruit totalement pendant la révolution culturelle. On ne retrouve plus de traces de ce temple. 现在又重建了，但是所有的瓦上头的瓦都是金黄色的。 Mais aujourd'hui, ce temple a été reconstruit, mais le toit a été refait, ce n'est plus le toit noir de l'époque, ça devient un sorte de toit aux couleurs d'or. 稍微有点中国的历史文化知识的都知道，金色的琉璃瓦只有皇家帝王的这个建的宫殿，还有他专属的寺庙才能允许覆盖。 Si on connaît un peu de la culture ou de l'histoire chinoise, il faut savoir qu'il n'y a que l'empereur ou bien la famille royale qui pourrait utiliser le toit aux couleurs dorées, ou bien les temples qui sont vraiment destinés au cours en fait. Donc c'est très ridicule de voir un temple dans plein de régions qui a ce sort de couleurs symboliques. 这只是一个很小的部分啊，但是就说明传统文化遭到毁灭性的这种破坏。 C'est juste un petit exemple pour vous dire que la culture traditionnelle chinoise a vraiment beaucoup détruit. 再也不可能存在。 On ne pourrait plus les retrouver. Lily, voulez-vous répondre à cette question aussi? 叶老师已经说了一些，我就不说了。回忆工作，我对回忆的理解，我觉得可以用一句话来说，就是回忆在中国说，回忆是一种美好的一种感情。 Pour parler de la mémoire, travail de mémoire, je peux dire que pour la Chine, la mémoire, travail de mémoire, c'est un sentiment très beau. 有些人上了年纪以后，他才会想回忆。这个时候呢，他就会想他的人生，哪些走过的是弯路，哪些走过的是有意义的事情。我觉得这个到了这个时候，这种感情的真正的释放。 Et souvent, à la fin d'une vie, on a tendance à se retourner un peu sur sa vie et voir ce que l'on a fait, positif, négatif, tout ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. 我在画我妈妈的这个故事的时候，我妈妈已经去世了半年，我想画她的故事，但是我拿起笔来就根本不能。 Quand j'ai voulu raconter l'histoire de ma maman, comme elle était décédée depuis à peine 6 mois, j'ai pris un crayon et j'ai été incapable de faire quoi que ce soit. 我怀着这种感情画了，最后半年以后画了我的妈妈。
Et puis, j'ai laissé passer un peu de temps et finalement, ça a pris 6 mois, j'ai réussi à me remettre au dessin et à raconter l'histoire de ma maman. 3天以前在这个克莱蒙的时候，有一个读者他说，我一看见你的第一页书，你说的那个话，我就流泪了，我感到非常意外。Il y a 3 jours à Clermont-Ferrand, un lecteur m'a dit qu'il avait à peine lu l'avant-propos du livre de ma maman qu'il a eu les larmes aux yeux. Ça m'a beaucoup touché. 他说他的妈妈也是在去世了。 Elle a expliqué que sa mère venait également de décéder. 他很理解我的感情。 Et elle pouvait vraiment comprendre ce que ressentait Nicodou. 我突然发现，人类不管他是哪一国人，有些基本的情愫是不会变的。 Et j'ai compris que qu'on soit chinois ou d'où que ce soit, on a tous des points communs, une forme d'humanité commune par rapport à ces choses-là. 所以说我对我能绘画感到非常的荣幸，我感谢这个上苍给了我这种能力，能通过这种办法来怀旧，来创作。 Et donc, je suis très reconnaissant de pouvoir savoir dessiner pour exprimer toutes les émotions que j'ai et pour pouvoir transmettre justement ces sentiments un peu universels vis-à-vis d'une maman.